Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja, très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. J'ai Marion d'un côté, on fait les intros vite parce que Marion doit filer dans pas longtemps et Jeff aussi. Bonjour Marion, comment ça va? Bonjour, bonjour. La forme et toi? Écoute, grande forme, j'ai commandé un iPhone, c'est quoi, un 17 Pro. Je quitte, comme je l'avais prédit, le 5-Year Club, ça y est. Jeff, comment vas-tu? Est-ce que tu as commandé un iPhone 17 Pro? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, donc c'est un plaisir de vous retrouver. Je me tâte parce que Mhm. en fait, ma batterie est à 68% d'efficacité et je commence à avoir du mal à faire la journée entière. Et donc, j'ai commencé à regarder les fonctionnalités du 17 pour voir si j'achète le 17 ou si j'attends le prochain. Écoute, donc t'as quoi comme Mais je me modèle là? tâte, je me tâte. Pff, j'en sais rien. J'ai un iPhone. Un téléphone avec une pomme dessus, quelque chose comme ça. Bah écoutez, Ça doit être un 15, 14? d'accord, Où est-ce oui, que je bon, trouve ça? 14, oui. Bah, dans les infos, dans les paramètres général, information, tout ça. On va remercier Benoît et Tiama. Merci à vous deux, les patriotes qui ont rejoint le Patreon. Et on a aussi les producteurs Eddie, Mio et WakaTP. C'est grâce à vous, grâce à eux, que l'émission existe. N'oubliez pas, patreon.com/rdvtech. On a eu des petits soucis sur certains flux, petit message de service, on a eu des soucis sur certains flux de mes podcasts avec certains épisodes qui étaient remplacés, enfin un truc hallucinant. Je vous en parlerai dans l'édito, mais sachez que j'ai travaillé dessus tout le week-end. Ça devrait être résolu là au moment où vous écoutez plus ou moins ou dans les quelques heures. Donc tout va mieux. Et autre petit message de service, je serai à Nice pour l'Evo, une compétition de jeux vidéo en octobre, et je suis en train de réfléchir à faire un petit meet-up, peut-être le samedi 11. Donc, c'est un petit peu un save the date, peut-être vendredi 10 ou samedi 11. Si vous êtes à Nice ou dans le sud et que vous pouviez jamais venir pour les meet-up à Paris, bah, ça serait peut-être l'occasion. Ou peut-être même, je sais pas, en Italie, en Espagne. Voilà, c'est un petit peu moins loin que Paris. Donc, peut-être meet-up à Nice le vendredi 10 ou le samedi 11, sans doute dans la soirée, je pense. Les détails sont à venir. Bon allez, il est temps de parler d'Apple. C'est la section info de la semaine. Les trucs les plus importants à retenir. Et la chose évidemment la plus importante, c'est les annonces d'Apple. On a plein de choses qui ont été annoncées dans une conférence qui, à mon sens, si je dois la caractériser en quelques mots, la conférence était vraiment sage et sérieuse et pas hyper flashy. Il y a eu des produits qui étaient vraiment solides, qui étaient des évolutions pour certains d'entre eux substantielles, mais il n'y avait rien vraiment qu'on puisse mettre genre sur l'image du podcast. Regardez, Apple a annoncé un robot ou une voiture non, ou même pour les téléphones, c'était pas incroyable. On a eu un iPhone 17 qui est tellement amélioré par rapport à l'iPhone 16 qui ressemble presque à un iPhone 16 Pro. Il a un écran ProMotion avec rafraîchissement de 1 à 120 Hz, un double capteur fusion 48 mégapixels, un processeur A19 qui a l'air très bon, une autonomie améliorée de manière substantielle. Vraiment, c'est un très bon appareil à un prix un peu plus bas que les pros. On a l'iPhone Air qui remplace dans le line-up les mini et les plus et ce genre de trucs. Là, cette année, c'est un iPhone Air qui est très fin, sauf à l'endroit de la caméra, mais bon, ça on s'en doutait, et qui est peut-être un petit peu plus capable que je ne l'imaginais. À voir avec les tests, un truc marrant sur la batterie, c'est qu'ils ont dit, alors il y a une batterie, bon, elle dure toute la journée, mais vous avez aussi une batterie externe que vous pouvez accrocher avec le MagSafe, donc vous inquiétez pas, ça ira. C'est pas très rassurant pour la batterie, mais il a un processeur à 19 Pro, donc il sera peut-être puissant, à 19 Pro qui peut pas chauffer à fond, contrairement à l'iPhone 17 Pro et le Pro Max, qui a une nouvelle armature unibody, un caloduc, enfin une vapor chamber, pour refroidir les composants internes hyper efficacement et donc pousser le A19 Pro à fond. Il va pouvoir être à une fréquence de fonctionnement incroyable. À part ça, là encore, bon, pas grand-chose de foufou, des évolutions comme toujours, mais voilà, pour les téléphones, rien de flashy. L'Apple Watch S11 et Ultra 3, elles sont pas super efficaces. Alors il y a un capteur qui détecte si vous faites de l'hypertension peut-être et qui vous dit alors si vous avez un truc que je regarde qui me fait un petit peu peur, allez voir votre médecin et demandez-lui si vous faites de l'hypertension. Ils sont toujours à la limite entre diagnostic et juste conseil wellness machin.
Et ça marchera aussi, ça, sur les montres S9, S10 et Ultra 2. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir ces toutes dernières montres pour avoir l'hypertension. Et je réserve une ligne dans mes notes particulières à l'Apple Watch SE3, qui, comme l'iPhone 17, elle a quasiment tout d'un modèle beaucoup plus puissant. Elle a un écran Always On, elle fait la détection de l'apnée, elle a une meilleure, un cadre plus dur, enfin une vitre plus dure, une meilleure batterie, etc., etc. Et enfin, les AirPods Pro avec une meilleure qualité de son, une réduction de bruit. Malheureusement, la traduction instantanée qu'ils ont présentée sera pas disponible dans l'Union européenne, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais les AirPods Pro, pour tout vous dire, moi je pensais les acheter immédiatement. Et finalement, je me suis dit que j'allais attendre de voir ce qui se passe. Et en plus, Cédric, la semaine dernière, m'a fait culpabiliser avec ces histoires de genre de planète et d'écologie. Je sais pas de quoi il parle. Mais du coup, je me suis dit, bon, on va voir, on verra peut-être. J'ai caché la vraie nouveauté incroyable de toutes ces annonces que je préfère. Est-ce que vous savez de laquelle il s'agit ? Bah, la seule, enfin, pas la seule, mais une des nouveautés que moi je trouve qui est vraiment cool en termes d'expérience, c'est bête, mais c'est la caméra selfie. Yes, Marion, tout à fait. C'est exactement celle à laquelle je pensais et celle que j'ai notée dans mes notes. Est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit, cette caméra Center Stage? Bah, écoute, sous ton contrôle, mais en fait, le capteur, du selfie va être carré, et ce qui va permettre, en fait, de pouvoir, se prendre en selfie comme avant ou, en restant comme ça, en mode portrait ou landscape sans changer l'orientation de son téléphone et sans perte de qualité. C'est-à-dire qu'il va pas retailler, dans l'image et cetera, et donc du coup, en termes d'expérience utilisateur, c'est assez cool parce que le nombre de fois où on a tous essayé de prendre des photos de groupe en tenant son téléphone comme ça. Même aux Oscars, ils l'ont fait. Euh, et qu'en fait, c'est galère quand c'est à l'horizontale, etc. Ils ont beau avoir essayé de mettre un bouton, bah, personne trop l'utilise, etc. Et donc, du coup, ce capteur-là, je trouve que c'est une vraie bonne idée d'expérience pour les utilisateurs. Ça montre, c'est un très bon exemple de mettre la tech au service de l'expérience utilisateur, je trouve. Je suis assez Est-ce que j'ai d'accord. bien défini Ah la mais fonctionnalité? tout à fait, tout à fait. C'est effectivement un capteur qui est un capteur carré qui rajoute, je crois, 6 mégapixels, donc en haut et en bas ou à droite et à gauche en fonction de comment vous voulez le regarder. Et c'est un petit peu ce qu'on appelle dans la photographie professionnelle le open gate. Et donc, du coup, vous pouvez choisir. Il va prendre. C'est pas qu'il va prendre des photos carrées. Après, je suis sûr que des apps tierces pourront le faire. Mais il va prendre des photos de même résolution qu'avant, mais en choisissant portrait ou horizontal, comme tu l'as décrit. Et donc oui, mais c'est vraiment la technologie au service de l'humain, tu vois, c'est la force d'Apple, du design incroyable, le génie du matériel allié au logiciel. Mais vraiment, moi, j'ai Bon, trouvé ça vraiment cool, quoi. ça montre le niveau d'excitation de cet événement quand même, hein. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Un capteur selfie carré. Bon, donc ça c'était intéressant. Il y a un autre aspect que j'ai trouvé intéressant aussi, et bien sûr on passe les détails. Je vous mettrai dans la newsletter le résumé de Jérôme sur Nowtech, le résumé de la conf de The Verge, les nouveautés chez Numérama. Il y a des trucs qu'on oublie évidemment, mais le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment cet iPhone 17 et cette Watch SE3 qui sont donc des produits, on va dire milieu de gamme, mais qui sont tellement plus capable que les produits milieu de gamme équivalents de l'année dernière et des années précédentes et des produits milieu de gamme de la concurrence que c'était hyper notable. Ils ont vraiment, si on compare les différents produits disponibles chez eux et chez la concurrence, bah, il y a un clair avantage aux produits d'Apple, ne serait-ce que le fait, par exemple, que le stockage, bah, on a 256 gigas de stockage minimum sur les téléphones, les iPhone 17. Et c'est tout bête, hein, mais aujourd'hui, 128 gigas, c'est plus possible. À la concurrence, il y en a qui font du 128 gigas, ne serait-ce que ça, bah, c'est notable. Jeff, donc tu disais pas trop excité. Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent quand même là-dedans ou des choses que tu as remarquées dans toutes ces annonces d'Apple? Allô? Jeff a disparu. Il s'est muté. On a perdu Non, le non, Jeff. je suis là. D'accord. J'étais en train de regarder les fonctionnalités de l'iPhone 17. Bah écoute, ce qui m'excite, c'est qu'en fait, je suis à 1 mois du renouvellement de mon contrat. Donc ça veut dire que je peux avoir un nouvel iPhone sans payer une blinde. Donc je vais regarder parce que, bah effectivement,
Maintenant que tu m'as vanté les éloges du nouveau truc, et ça fait des années que je t'ai pas vu aussi excité par un nouvel iPhone. Je surjoue pour je rappelle, la hype de l'émission, tu sais, hein, c'est comme ça que ça marche dans les parce médias. que je rappelle à nos auditeurs qu'on a commencé le premier rendez-vous tech en se pâmant de l'iPhone 4. Mhm. On 2009. n'est-ce pas ? Donc, pour moi, en fait, c'est la batterie, la qualité de la caméra. Je prends pas de selfie, donc je me pète des selfies, machin truc là. Mais si c'est meilleur et que la batterie dure plus longtemps, je pense que ça m'intéresse. Parce que je te dis, là, je dure pas une journée sur une batterie. Ça, c'est chiant. Sur la caméra, effectivement, chez les pros, il y a des améliorations sensibles également. J'avoue que moi aussi, mon téléphone a 5 ans, donc ça joue. Mais je ne sais pas si on a besoin de rentrer dans les détails de tout ce qu'ils ont amélioré sur les caméras. T'as un 13 ? J'ai un 12, j'ai un 12 Pro. Un 12 ? Ouais. T'as un papy, toi ? Donc, oui, un petit peu. Et ma batterie commence à être un peu vieille, mais quand je suis chez moi, ça va, ou au bureau, parce que je bouge pas. Dès que je me mets à me déplacer un peu, il faut la recharger. Mais ça va encore. Honnêtement, si j'étais vraiment honnête avec moi-même, je pourrais devenir le président du Six Year Club. Ça tiendrait. Je fais un tout petit, je vais me faire plaisir parce que ça fait 5 ans et je suis fan de tech et donc c'est un truc qui me... Et en plus, je vais avoir toutes les autres nouveautés, le promotion, la Dynamic Island, le bouton action, enfin tous ces trucs-là qui sont pas foufou quoi, mais qui font plaisir quand même. Tu vois, moi j'ai le 14, tu avais posé la question, donc j'ai vérifié, j'ai le 14. D'accord. Donc j'en ai skip 2. Et objectivement, je pense passer de 14 à 17 à 20, c'est pas forcément une mauvaise approche. Donc je pense que tu vois, tu m'as mis ça dans la tête, tu m'as influencé, et je pense que je vais dire à ma femme, c'est de la faute de Patrick, je vais m'acheter un iPhone. Ah non, pas du tout. 5 Year Club. En même temps, une fois que je quitte le 5 Year Club, je sais pas si je vais y revenir dans 2-3 ans, peut-être, tu vois, ça se trouve, il y aura un truc super. En plus, il est censé y avoir un iPhone pliable, genre l'année prochaine, puis l'année suivante, l'iPhone des 20 ans. Ça se trouve, il y aura des trucs qui... Donc, les Patrick, masques tombent. ce sont des arguments pour le Six Year Club, donc. Écoute, un petit peu, oui, un petit peu. Si j'étais vraiment quelqu'un de sérieux, je ferais un petit effort supplémentaire, peut-être. Mais le problème, c'est que la spéculation, tu sais, est-ce qu'il y aura un iPhone machin, c'est les rumeurs. La moitié des rumeurs pour cette conférence se sont révélées évidemment inexactes. Je sais pas si on peut... L'argument, ce serait peut-être que j'aime pas les couleurs des iPhone 12 Pro, pardon, 17 Pro. Le bleu, l'orange, c'est peut-être la plus grosse nouveauté, l'orange. Non, le bleu, il est cool. C'est celui-là que j'ai commandé. Direct. L'orange est sympa. Mais de toute façon, vous mettez une coque, non ? Non, jamais de la vie. J'ai jamais mis de coque sur mes iPhones. Quel est l'intérêt d'avoir un appareil hyper fin, hyper bien designé et de mettre une coque dessus, franchement ? Ça casse. C'est un détail que j'ignore. J'ai cassé qu'une seule fois mon iPhone, c'était l'iPhone 10, une fois. Mais en fait, je l'ai cassé 2 fois, mais sur le même téléphone, avant de le réparer. Et je l'avais pas réparé d'ailleurs. Il était presque... Le nombre de fois que je fais tomber mon téléphone et je me dis, putain, heureusement que j'ai une coque, parce que sinon, j'aurais changé l'arrière ou le devant ou les deux. Non. Mais tu sais pas que Apple a mis des machins en céramique 2 fois plus durs que l'année précédente. C'est hyper solide aujourd'hui les téléphones et ils ont mis un x2 sur leur slide. Ça prouve bien que c'est très très solide maintenant. Hein. Bon. Ouais. Après, moi, je me rappelle des dos en verre qui font l'effet savonnette sur une table. Merci. Hein. Oui, mais là il y a les petits machins pour les caméras, tu sais, qui sont un petit peu surélevés et donc ça s'accroche aux tables. Donc, alors, c'est une autre raison d'avoir une coque. J'ai horreur de cette espèce de position bancale de mon téléphone sur une table. Ça m'insupporte. Donc, du coup, avec la coque, en fait, tu gommes un peu ça, quoi. Mais là, avec la partie caméra qui fait toute la largeur du téléphone, ça va pas se balader, tu vois.
Bon, tu n'es Ouais, pas limite, ça convaincu. te fait un stand tellement C'est c'est gros, ça, quoi. exactement, un mini stand. On n'a pas parlé du Mais ouais, mais bon, unibody. c'est pas parce qu'on dit que ça va pas casser que ça va pas casser, hein. Je veux dire, c'est comme Hmm. bon, j'ai malheureusement testé le fait que tu plopes ton téléphone dans de l'eau et puis il coule pas. Mhm. Enfin, il s'abîme pas. C'était pas prévu, je voulais pas le tester. Et donc, je garde ma coque et je veux dire, pour $20, ça, c'est Hmm. une sécurité supplémentaire. Écoute, j'ai invité le mauvais sort maintenant en disant ce que j'ai dit, donc. Bon, on n'a pas parlé de l'unibody, qui est le redesign, vous vous souvenez des unibody, des Mac unibody, qui étaient vraiment importants dans l'évolution du design matériel des Mac. On n'a pas parlé de la réduction de bruit des AirPods Pro 3, des AirPods Pro 3. On n'a pas parlé, il y a des trucs dont on n'a pas parlé. On n'a pas beaucoup parlé non plus de iOS 26 qui arrive aujourd'hui, au moment où on enregistre, là, dans 30 minutes. Mais on en parlera peut-être la semaine prochaine. Dans l'ensemble, comme je le disais, pour moi, cette conférence, elle était vraiment solide, mais chiante, c'est possible de dire ça comme ça. Solide, mais pas éblouissante, quoi. Et du coup, on va passer à la suite de l'actualité avec une une autre information qui m'a fait faire, vous savez, on dit en anglais un double take. C'est l'Albanie qui nomme un bot par IA ministre. C'est-à-dire que il y a une IA qui s'appelle Diela, qui veut dire soleil en albanais, qui a été, entre guillemets, nommée par le Premier ministre albanais Edi Rama au poste de ministre qui, en gros, est chargé de l'attribution des appels d'offres. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que on se dit soit c'est n'importe quoi, soit c'est une connerie, soit les deux. Et en fait, la raison pour laquelle ils font ça est relativement intrigante. D'abord, Diela, c'est une IA qui a déjà été mise en place par le gouvernement alors pas pour ça, mais pour aider les citoyens dans leurs tâches administratives. Elle envoie des documents, etc. Donc, elle a déjà une sorte de présence ils ont une familiarité au gouvernement avec le fonctionnement du truc. Mais maintenant, la raison pour laquelle ils disent, c'est une, entre guillemets encore, ministre, il y a un coup de com' là-dedans, qui va attribuer les appels d'offres, enfin, attribuer les budgets avec les appels d'offres, c'est qu'en fait, l'Albanie a un énorme problème de corruption. Et ils n'arrivent pas à le résoudre, et donc ils se sont dit, l'IA va déterminer les qualités, les défauts et pour chaque marché, pour chaque appel d'offres, et attribuer à telle ou telle société de manière neutre, non attaquable, ça reste à voir, mais non attaquable, pour éviter justement la corruption. Alors après, ça pose plein de questions, mais je trouve que c'est une expérience qui est pas inintéressante. Je suis content qu'ils fassent l'expérience eux et pas nous, quoi, qu'ils y aillent en premier, mais why not, Marion? Est-ce que c'est une ânerie, c'est une idée à explorer? Qu'est-ce que tu penses? Bah, c'est un coup de com', certes, pourquoi pas, mais dire qu'une IA, est non biaisée ou non corruptible, c'est ridicule, parce qu'en fait, l'IA ou en tout cas le modèle, il est conçu, entraîné, enfin, en tout cas entraîné sur un set de data. Si ton set de data, il est corrompu, parce que tu vas toujours privilégier, tel et tel, prestataire, enfin, je veux dire, typiquement, si on entraîne, comment elle s'appelle? Diela. Si Diela, on oui. entraîne Diela sur les appels d'offres passés, si les appels d'offres étaient donnés aux potes du gouvernement, ils vont continuer à être donnés aux potes du gouvernement, quoi. Pareil, si on évalue, certains critères et même la définition même des critères pour attribuer les appels d'offres peuvent, favoriser un tel ou un tel. Voilà, donc en fait, ça ne veut rien dire, c'est juste une, démarche pour essayer de prendre de la distance, soi-disant, entre, mmh, voilà, une certaine corruption et les outils qu'on met à disposition. Mais, concrètement, en fait, il faudrait un peu plus de transparence sur les critères sur lesquels ont été définis Diela et sur lesquels il va se reposer pour attribuer les appels d'offres.
C'est vrai que ça, alors c'est ce que je note aussi dans mes explications, on n'a pas les détails qui sont essentiels pour réussir à comprendre si et à même évaluer la chose, c'est-à-dire comment l'IA a été entraînée, évidemment, quel mécanisme de validation il va y avoir. J'imagine que c'est pas genre Diela qui va signer les chèques, tu vois, pour envoyer l'argent, donc il va y avoir un humain derrière. Peut-être que ça veut dire, bah, j'en sais rien, peut-être qu'ils vont open sourcer les données d'entraînement ou ce genre de trucs. Mais oui, c'est vrai que en l'état, bon, toi, j'ai compris, t'y crois pas du tout. Jeff, Non, non, c'est pas que j'y crois pas, c'est qu'en effet, c'est que normalement, quand tu fais des appels d'offres et c'est un processus public, l'intérêt, c'est que les critères soient communiqués de manière publique. C'est comme ça que tu t'assures qu'il n'y a pas de corruption, quoi. Donc, c'est plutôt ça la question. J'espère qu'ils le Ouais, feront, oui, effectivement. Pardon, Jeff. c'est l'auditabilité qui va te permettre de voir si c'est effectivement complètement transparent et il n'y a pas d'entourloupe. Parce qu'il suffit, comme disait Marion, il suffit de payer le mec qui fait le training pour que il y a un biais, et puis à partir du moment où tu as un biais, tu es tranquille, quoi. Donc c'est intéressant parce que tu peux te poser la question de comment tu fais en sorte qu'une IA donc, soit fiable. On sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a des hallucinations. On commence à avoir des idées de pourquoi est-ce qu'il y a des hallucinations, ce qui est intéressant. Et en gros, sans descendre dans la technique, c'est parce que aujourd'hui, les algorithmes font qu'ils ne donnent pas de points à l'IA si jamais l'IA dit je sais pas. Et donc, ça force dans l'arbre de décision pour forcément avoir une réponse. Et anyway. C'est un papier que j'avais mis dans la newsletter de la semaine dernière, que certains d'entre vous ont apprécié, qui est un papier de recherche de OpenAI, auquel tu fais référence, si je ne me trompe pas. Effectivement, c'est passionnant. Donc, c'est une idée intéressante, tout dépend comment c'est implémenté, et vu comment c'est bordélique en Albanie, on peut avoir des doutes, quoi. Je vais push back un tout petit peu. Imaginons qu'il fasse tout de manière ouverte et comme il faut, et transparente, et qu'il y ait de la transparence. Le truc, c'est qu'ensuite, c'est un processus qui est certes, rien n'est jamais complètement objectif et neutre, mais peut-être un petit peu plus automatisé que quand il y a des personnes dont on ne sait pas ce qu'elles font, qui elles vont rencontrer le soir, quels sont les dessous de table. Je me demande si le processus n'est pas plus fiable au niveau de la corruption si tout est bien fait à la base et qu'une fois que ça tourne, ça tourne, que quand tu as des humains qui sont qui sont impliqués, quoi. Donc la réponse, c'est débarrassons-nous des humains, les choses tourneront bien mieux. Alors, je plaisante, mais je veux dire, si toutes les choses sont égales, remplacer la décision d'un humain au gouvernement qui est très corrompu par une IA dont on peut savoir comment elle a entraîné et avec de la transparence, est-ce que ça n'apportera pas un petit peu plus de fiabilité par rapport à la corruption ? Je me dis peut-être, je dis pas oui, je dis peut-être. Mais bon, à voir. Effectivement, c'est un pari un petit peu... Non, tu as raison, tu as raison, tu supputes juste que ça va être fait de façon transparente. Et quel va être le processus ? Est-ce que ça va être, j'enfourne les réponses dans l'IA analyse tout et dit voilà et fournit en fait une comparaison des différents critères et propose la meilleure solution basée sur un poids des différents critères de décision. Ce serait la façon de l'implémenter. Et après, ça va soumettre la décision à des humains parce que c'est pas l'IA qui va signer un contrat. C'est vrai. Du coup, oui, effectivement, la conclusion, c'est qu'on n'a pas assez d'informations pour juger définitivement de si ça marchera bien ou pas. On peut quand même remarquer que l'objectif de l'Albanie, et j'imagine donc spécifiquement du Premier ministre Rama, est de rejoindre l'UE d'ici quelques années. Donc, ils ont vraiment une motivation sérieuse pour essayer de combattre la corruption dans le pays. Donc, peut-être que, tu vois, c'est un indice qui peut nous laisser penser qu'ils vont essayer au moins de faire les choses sérieusement. On verra. Je veux dire, ça va être intéressant de suivre la façon dont ils l'utilisent et leur progrès, parce que, objectivement, l'IA peut analyser tout un tas de... Enfin, ce que l'IA est vraiment très bon à faire, c'est analyse de documents, comparaison de critères, de machins, de trucs, donc, et beaucoup plus rapidement que des humains. Donc, ce sera intéressant de suivre leur progrès.
Bon, par contre, on est d'accord que il faut quelqu'un qui vérifie le truc au final pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'hallucination, machin. Et donc, il y a un point de faille à ce moment-là aussi. Mais bon. Autre nouvelle vraiment surprenante, je vous disais en intro, vous auriez pu penser que j'exagère. Je disais quelque chose du genre, le gouvernement a proposé de tuer la vie privée en Suisse, mais on n'en est pas loin. Il y a une info qui a été relayée récemment, et je ne sais pas pourquoi ça a été relayé plus récemment dans les cercles tech que je surveille, parce qu'en fait, la proposition date du début ou du milieu du mois de juillet, ou début juillet, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est la Suisse qui a proposé un truc qui est une loi, mais j'ai pas bien compris le mécanisme législatif là-bas. C'est une loi sur laquelle le Parlement n'est pas censé voter. C'est soumis à une votation des citoyens, mais pas du Parlement. Donc je ne sais pas très bien quel type de loi c'est. Si un Suisse sait, je suis sûr qu'il pourra nous renseigner sur le Discord. Mais c'est une loi qui fait fi de toute la tradition hyper importante de protection de la vie privée du pays pour l'informatique. Vous savez que l'industrie tech en Suisse est hyper solide dans le domaine spécifique de la protection de la vie privée. C'est un pays qui est assez connu pour les services de mail et les services de VPN et ce genre de choses qui sont fiables et très sécurisés. Et donc, cette loi, elle demanderait quoi ? Elle exigerait de tous les services en ligne qui ont plus de 5000 utilisateurs qu'ils soient contraints de collecter de collecter des documents d'identité officiels à l'inscription à un service. C'est-à-dire qu'en plus du mail, il faudrait un passeport ou une carte d'identité, ce genre de choses. Ils auraient de facto une interdiction de chiffrement parce qu'ils devraient conserver les données pendant 6 mois et pouvoir les rendre accessibles. Et en plus de ça, si vous pensiez que tout ça, c'était pas déjà hallucinant, les autorités devraient pouvoir avoir accès à ces données sur simple demande et sans passer par un juge. Ils n'auraient pas besoin de mandat. Donc, j'ai l'impression d'avoir mal compris tout ça. J'ai pourtant recoupé plusieurs articles parce que je me disais, mais de quoi s'agit-il ? Et c'est assez incroyable parce que c'est pas juste... Comme dans de nombreux pays, on se dit oh là là, il faut pouvoir combattre le crime et donc demander aux grandes sociétés de la tech de nous aider en fournissant telle ou telle information. C'est pas juste ça. C'est des mesures qui sont tellement drastiques que c'est le genre de choses que mettent en place les pays totalitaires. Genre interdiction de facto donc du chiffrement à partir de 5000 utilisateurs, ça veut dire toutes les sociétés de la tech. Accès à ces données par les autorités sans aucune intervention de la justice, dans aucun cas, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une explication que je n'ai pas suivie ? Est-ce que vous voyez une raison pour laquelle tout ça pourrait être cohérent ? Et enfin, on est d'accord que la Suisse, l'industrie tech en Suisse, se repose justement sur cette fiabilité de la protection de la vie privée, quoi. Marion, est-ce que tu es aussi étonné que moi de cette proposition qui n'est pas une proposition de loi, mais de règle, je ne sais pas. Ah oui, là, pour le coup, je suis quand même très, très perplexe. Parce que ça touche même, oui, c'est ce que tu dis, au positionnement même de la Suisse sur ce sujet et de toute une partie de leur société qui ont en fait eu ce positionnement-là en fait de protection de la vie privée. Honnêtement, je ne comprends pas. Je serais curieuse d'avoir un. Alors, j'avoue, j'ai pas. L- je me suis pas renseignée activement plus que les liens que tu as fournis. Mais je serais curieuse d'avoir des réactions de professionnels du secteur sur la proposition en fait, Ah bah les parce que professionnels ça du menace secteur, le business. les professionnels du secteur en Suisse spécifiquement, ils ont eu des réactions très claires. Ils ont été outrés et certains d'entre eux ont commencé déjà à déplacer leurs infrastructures hors du pays. Et oui, c'est la panique, quoi. Ce qu'on peut comprendre. C'est d'autant plus étonnant que ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, mais certainement ces derniers mois, la Suisse et une partie de leurs services a commencé à être vue par les utilisateurs de l'Union européenne
comme une alternative plus fiable au service des GAFA, des GAFAM. Et donc, j'ai vu de plus en plus de gens aller du côté, enfin, pour citer quelques sociétés, de Proton, d'Infomaniac, de ce genre de boîtes, qui surfent qui ont fait de leur métier avant même de leur force, avant même que les différents problèmes se fassent jour avec entre la France et les États-Unis, qui ont fait de cette vie privée leur argument de vente, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais il y a une explication de pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Qui est-ce qui a eu cette idée complètement désastreuse? Enfin, c'est Alors, un technocrate qui veut. Enfin, c'est quoi la genèse de ce truc-là? l'idée, c'est de combattre le crime. Alors, peut-être que, tu vois, ils se sont dit, oui, en Suisse, on a eu parfois des moments où on protégeait un petit peu trop la vie privée et qu'il y a donc des organisations criminelles qui utilisent des services suisses justement parce qu'ils sont réputés pour leur protection de la vie privée. C'est possible. J'imagine que c'est de là que ça vient. Hein. Mais encore une fois, même si on allait dans cette direction, aller aussi loin que ce qu'ils font, ces gens, ils passent de 0 à même pas 100%, mais à 250%. C'est ça qui est le plus surprenant, qu'ils essayent d'avoir des propositions qui poussent vers plus de traçabilité des transactions techniques en quelque sorte, on pourrait le comprendre. Là, ça va loin, quoi. Bah, il y a des États aux États-Unis où ils commencent à demander les preuves d'âge minimum, des choses comme ça. Et donc, il y a des services qui décident de pas déployer dans ces états-là, et ça fout un bordel pas possible. Et puis, évidemment, tu prends un VPN et puis tu bypasses le truc. Mais là, c'est vraiment extrême, et tu te demandes ce que les Facebook et les machins ils vont faire, quoi. Tu sais que j'ai même pas pensé à ça. J'ai même pas pensé aux services Parce qu'à ce moment-là, étrangers. qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, bah, désolé les Suisses, on vous coupe l'accès. Ah bah, aucun service au monde n'accepterait quelque chose comme ça, je pense. Tu vois, à moins d'être en Russie ou en Chine, tu n'es pas... Ouais, Donc, si t'es en Chine, t'as pas le choix. Mais c'est ça. En Russie, t'as plus trop le choix non plus. Mais c'est marrant que tu parles de ces sujets de ce qui se passe aux États-Unis, parce que j'ai une série de sujets justement après le break qui parlent de ça et de la manière dont les législateurs et les grandes sociétés de la tech se retrouvent parfois, et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est sûr que d'une manière générale, dans le monde entier, on a des discussions sur ce genre de questions, la vérification de l'âge, la vérification de l'identité, etc. Et on va y revenir dans un instant, c'est presque l'autre moitié de ce sujet. Avant ça, j'aimerais vous rappeler à tous et toutes que cette émission existe grâce à vous. Vous, oui, que je pointe du doigt dans les oreilles, le Patreon existe pour permettre à cette émission de continuer d'exister. C'est patreon.com/rdvtech. Et si vous appréciez ce que nous faisons et la manière dont nous vous résumons l'ActuTech et nous nous attardons pas que sur les sujets les plus flashy, nous couvrons aussi des choses un petit peu plus sérieuses, toujours dans la bonne humeur, et ben je vous encourage à nous soutenir sur Patreon, à me soutenir spécifiquement, patreon.com/rdvtech. Il y a des bonus, vous avez les bonus comme les after-shows. J'ai aujourd'hui un after-show sur l'affaire Luc Julia. L'affaire Luc Julia, chapitre 2, parce que je suis allé voir le droit de réponse et j'ai des choses à dire, donc je vous ai fait un long after show là-dessus. Vous avez les timecodes, vous pouvez aller d'un sujet à l'autre s'il y a un sujet qui vous plaît pas, mais surtout, c'est la fierté de soutenir un créateur que vous appréciez, et ça n'a pas de prix. Enfin... Bon, il y a un petit prix, quoi, mais un petit prix qui, j'espère, est raisonnable pour vous. Allez regarder sur patreon.com/rdvtech et vous verrez si ça peut vous intéresser. Et on continue avec les news et les rumeurs du moment. Entre parenthèses, la liste de lecture sera encore bien fournie dans la newsletter. Il y a des trucs hyper intéressants. Il y a un article sur la manière dont l'IA impacte les artistes dans la musique en Amérique latine. C'est assez édifiant. Il y a un article qui est en fait le rapport spécifique de la commission d'enquête
du Parlement sur TikTok. Et on va en parler dans un instant, mais je vais vous mettre le rapport lui-même. Et je vous encourage à aller rechercher liste des recommandations pour voir les recommandations vous-même. Je vous en parlerai dans un instant. Il y a une vidéo de Matt Davella sur les changements de nature profonds des réseaux sociaux, la raison pour laquelle c'est plus la même chose. J'en parlerai peut-être dans un édito à un moment, mais c'est hyper intéressant aussi. Et puis, un papier de TechMeme, qui est l'agrégateur de news tech préféré des gens qui connaissent la tech, qui fête ses 20 ans. Et Gabe Rivera fait un petit état des lieux du journalisme tech, et c'est assez surprenant aussi. Donc tout ça, c'est dans la newsletter. Vous pouvez vous abonner avec les liens dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com. La newsletter, toujours envoyée le vendredi à 10h, qui est d'une qualité approuvée par les plus grands lecteurs qui distinguent la qualité de la mauvaise qualité du monde, de France. Et Ma il maman. ne nous écoute pas, il ne parle pas français, mais on fait un gros bisou à Gabe Rivera, que je connais depuis plus de 20 ans, puisqu'il a débarqué en Californie il y a 21 ans, puis il a lancé ce truc qui s'appelait à l'époque Memorandum et qu'il a rappelé, qu'il a nommé TechMeme. Et il a vraiment créé un truc qui était génial, et c'est super que 20 ans après, il continue à être là et à avoir des tonnes de gens qui utilisent le service, et donc c'est super. Et c'est marrant, moi, c'est ma source d'information sur la tech. Et il ressemble toujours à un site des années 2000, quoi, 2003. C'est incroyable, c'est super moche, mais ça marche hyper bien. C'est une collection, en fait, pour expliquer aux gens très rapidement. Il prend un sujet et il met le premier lien qu'il trouve, c'est pas lui, hein, c'est automatisé, et puis il y a des équipes qui travaillent dessus pour écrire les résumés, etc. Mais il prend un sujet et il met en dessous tous les sujets, tous les articles liés à ce sujet, de manière à ce qu'on puisse non seulement avoir des informations sur le sujet, savoir ce qui se passe, mais aussi avoir tous les aspects de cette discussion. Et c'est un site qui fonctionne très très bien et que tous les décideurs de la tech consultent. Je pense que tu le confirmeras, Jeff. Ah bah bien sûr. Et puis de toute façon, il a pas changé le design depuis, depuis 2006 ou un truc comme ça. C'est Donc, ça, ouais. c'est pour ça que ça a l'air d'un site qui a été développé en 2006. Ouais. Mais c'est dingue parce que un peu comme Reddit, bah, les gens essaient à l'époque, essayer de game donc l'algorithme de manière à avoir plein de liens et être on top of TechMeme, parce que si tu étais le premier article sur TechMeme, bah, tu récupérais énormément de trafic. Et le jour où il a rajouté donc Twitter comme étant une source de référencement, le truc a complètement explosé, quoi. C'était vraiment quelque chose. Mais ouais, c'est un mec super sympa qui a monté la boîte, qui était tout seul pendant des années. Et puis bah, maintenant, je ne sais pas combien de personnes il a pour lui, mais c'est une vraie entreprise, et il a jamais voulu prendre de l'argent de gens comme moi. Disait, tu veux pas d'argent? Non. Va chier. Ok, d'accord. Et donc ce qu'il a fait, c'est vraiment super. Bon, différentes news que j'évoquais tout à l'heure. Blue Sky a accepté le mécanisme de vérification d'âge du Dakota du Sud et du Wyoming, qui sont beaucoup plus acceptables selon eux que d'autres mécanismes comme celui du Mississippi par exemple. La raison pour laquelle ils acceptent celui-là, c'est une piste peut-être qu'on pourrait suivre pour des problèmes similaires chez nous ou ailleurs, c'est que en fait la vérification d'âge n'est exigée que quand l'utilisateur consulte du contenu qui n'est pas approprié à son âge. Donc les utilisateurs peuvent quand même consulter le contenu du site en général, et quand il arrive du contenu qui n'est pas approprié à leur âge, ben là, il faut vérifier. Donc, ce n'est pas un blocage de facto sur tout le site. Bon, après, là, ça pose la question de quels sont les contenus adaptés ou pas, mais ça, c'est une autre question. En Californie, il y a également une loi qui exige des fabricants de téléphones qu'ils vérifient l'âge des enfants au niveau du système du téléphone. Et cette loi est approuvée par des sociétés comme Facebook, alors ça c'est pas très étonnant, enfin Meta, mais aussi Google. Alors là, pourquoi est-ce que Google accepte ce genre de choses ? Eh bien, c'est parce que le mécanisme de cette loi fonctionne sur les parents, en fait. La vérification de l'âge se fait par les parents
qui paramètrent l'appareil et qui vont déterminer l'âge de leur enfant dans une catégorie. Il y a 4 catégories, enfin 4 tranches d'âge, et c'est les parents qui le font. Et donc, la responsabilité est sur les parents, mais les outils pour déterminer l'âge de l'enfant sont là. Peut-être que c'est un bon intermédiaire, ça, plutôt que de devoir vérifier l'âge de chaque personne sur chaque service, ce qui devient une usine à gaz un petit peu compliquée. Mais c'est marrant de voir que du coup, la Californie impose des choses aux géants de la tech, et c'est pas que d'ailleurs, dans différents États des États-Unis. Mais quand nous on le fait, ça passe pas. En même temps, on est peut-être un petit peu plus drastique. Et puis Mastodon, alors là, ça n'a rien à voir avec la loi, mais Mastodon est en train de mettre en place le système de, on va dire, retweet, qui a été un petit peu controversé depuis, ça s'appelle les quote posts, qui a été controversé parce que selon les utilisateurs de Mastodon, qui sont une communauté très active et passionnée, le fait de pouvoir retweeter ou quote poster, ça changeait la nature du site. Et ils n'ont pas forcément tort. Mais Mastodon a décidé de faire des choses vraiment sécurisées en ayant, par exemple, le fait de pouvoir réguler qui peut voir le tweet ou le retweet, enfin le post ou le quote post, même une fois qu'il a été reposté, et on peut dire, n'importe qui peut le voir, seulement mes followers, seulement moi, etc. Donc, il y a beaucoup plus de contrôle. Donc, tout ça, je les ai réunis ensemble, ces 3 news, pour dire, peut-être que parfois, il y a des compromis qui peuvent réaliser la plus grande partie des objectifs qu'on essaye d'atteindre avec nos lois ou avec nos exigences, et c'est juste le processus, c'est qu'il faut travailler dessus et trouver les bonnes solutions. Et peut-être qu'il y en a parfois. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais le truc de l'âge, par exemple, c'est un petit peu vicieux, parce que s'il faut quand même vérifier l'âge, le problème de la vérification de l'âge reste, y compris sur les sites où il n'y a que du contenu qui est banni. Mais au moins, c'est une solution pour des sites de réseaux sociaux, par exemple, ou comme Reddit, ou comme ce genre de choses, qui pourraient être un bon compromis, plus ou moins pour tout le monde, je crois. Vous n'avez pas l'air convaincu, hein. Bon, moi, ça me paraît pas trop mal. La deuxième grosse news... Je pense que c'était une fonctionnalité importante, et c'est bien qu'ils aient trouvé une façon de l'implémenter, parce que c'est ça. Si tu peux pas... si tu dois passer par des... tu dois faire des pieds et des mains pour amplifier ou juste commenter sur ce que quelqu'un fait, je veux dire, ça limite la viralité du site, quoi. Ça limite la popularité du service, c'est sûr. Oui. Mais tu es revenu sur Mastodon, effectivement. Ouais. Mastodon, il y a presque un souci de philosophie. Enfin, je comprends pourquoi ils ne veulent pas faire de compromis sur leur vision, mais en même temps, si ça fait que leur solution qui est vertueuse n'est pas adoptée, comme on l'a vu, enfin, c'était quand même hallucinant que Blue Sky soit plus adopté que Mastodon, qui était là depuis bien plus longtemps, qui était là. Et c'est parfois des trucs tout bêtes, quoi. La question de la facilité d'onboarding, de la facilité d'ouverture de compte. Je comprends qu'ils veuillent avoir les différentes instanciations des différents trucs, mais faut une solution à ça, quoi, parce que clairement, ils ont raté un train, là. Marion, tu as ton compte Mastodon, tu utilises Mastodon ou t'as laissé passer ce train-là? Ah non, non, c'est exactement ce que tu as dit, quoi. Genre, juste le truc d'instance de machin, genre, j'ai jamais rien compris et je n'ai pas envie de comprendre. Genre, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce pourquoi je cherche un réseau social, quoi. Moi, je veux juste partager avec des gens bienveillants sur des sujets qui m'intéressent. J'ai pas envie de me prendre la tête sur de la technique, quoi. C'est marrant parce Et que... donc, Ouais, vas-y. voilà, ils ont voulu centrer leur offre sur un parti pris. Ils ont attiré des personnes qui étaient intéressées par ça. Et c'est une niche. Ils veulent rester sur une niche. Très bien. Et ça peut fonctionner comme ça, mais qui ne rêvent pas à scaler. C'est ça, parce que maintenant, il y a des gens qui disent non, mais nous, on est contents entre nous, machin. L'idée, c'était quand même de proposer une solution utilisable pour tout le monde en alternative au réseau centralisé. Et je dis pas qu'il faut abandonner l'idée de la décentralisation, mais il faut réfléchir en plus de la technique qui la rend possible à une expérience utilisateur, c'est pas à Marion qu'on va dire ça,
qui rendent la chose attirante pour Palpable. les utilisateurs, quoi. C'est un composant essentiel que les ingénieurs talentueux de Mastodon n'ont pas voulu voir et j'ai l'impression ne veulent toujours pas voir. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je continue à poster sur différentes plateformes, y compris Mastodon. C'est Google+, quoi, Mastodon. C'est un désert avec Ouch. Non, mais Alors c'est là, vrai. c'est bon, tu me l'as tué là. Mais j'aime bien, moi, je voudrais bien que ça marche. Mais bon, écoutez, donc Bon, l'autre... au moins, il a pas dit c'est Orkut. Ça aurait pu être pire. Tu sais que je me souviens même plus de ce que c'est qu'Orkut. Si, ça me dit quelque chose. Si, c'était le prédécesseur. Bah, écoute, c'était le prédécesseur à Google+. Ouais, c'est un beau pédigré. Il y a un sujet qui est également intéressant et que j'ai abordé, je vais vous avouer, avec un a priori négatif hyper violent presque. C'est, comme je le disais tout à l'heure, le rapport de... alors que j'ai le nom complet, le rapport fait au nom de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Donc c'est un rapport parlementaire. Et je suis allé le voir il y a quelques jours et j'ai regardé la version PDF, elle fait genre 350 pages. 350 pages. Alors, j'ai quand même investigué un petit peu la chose parce que je suis quelqu'un de sérieux et ça me paraissait important. Et donc, je suis allé essayer de retrouver les parties intéressantes du rapport. Et les parties intéressantes, j'ai lu plusieurs articles dessus, mais la chose qui est vraiment intéressante, c'est les recommandations spécifiques. Et pour les obtenir, on peut simplement aller sur la version web, que je vous mettrai en lien dans la newsletter, et chercher liste des recommandations. Et du coup, on a les 43 recommandations. J'ai lu un petit peu autour, mais j'ai surtout lu ces 43 recommandations. Et de là que j'y allais en disant « Mais c'est quoi ces trucs? Ils comprennent rien à TikTok, ils font n'importe quoi, machin, encore des politiciens qui... » dramatise pour le média, mais c'est quoi ces gens, ils comprennent rien, ils font n'importe quoi, encore ils vont vouloir interdire tout, machin. Eh ben en fait, il y a dans le lot des suggestions qui sont pas si bêtes, et certaines même qui sont carrément à peut-être, il faut que j'y réfléchisse plus, mais peut-être derrière lesquelles je pourrais me positionner. Par exemple, alors je vais vous en donner quelques-unes, il y en a pas mal, mais il suggère que pour les comptes de mineurs, on n'ait droit que aux abonnements volontaires sur TikTok. Donc il n'y ait pas de page for you. Alors évidemment, TikTok, ils vont pas aimer, mais peut-être que c'est un moyen d'utiliser le service sans les aspects addictifs. Ils disent aussi pas de flux infini par défaut et qui soit chronologique et pas modifiable pour les mineurs. Il faudrait renforcer le cadre juridique des délits du type cyberharcèlement en incluant l'idéologie masculiniste dans les délits de cyberharcèlement. Il voudrait interdire totalement les lives avec soutien financier aux mineurs. J'y avais jamais pensé, mais pourquoi pas. Qualifier les dons sur TikTok de jeux d'argent. Alors ça, je suis un petit peu plus genre... mais avec des messages de prévention et ce genre de choses. Il y a pas mal de volets sur la prévention. Il suggère la vérification de l'âge avec un outil développé au niveau européen. Bon, ça, faudra voir. Un système de signaleurs avec financement public financé en fait par les réseaux sociaux à hauteur de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y aurait une organisation, ensuite ça serait redistribué à des organisations non gouvernementales peut-être, ou peut-être un truc géré par le gouvernement, mais financé par ces sociétés à hauteur de leur chiffre d'affaires, une petite taxe. Là encore, pourquoi pas? Donc un système qui serait pollueur-payeur pour l'impact sur la santé et l'environnement, une mise à jour du site je-protège-mon-enfant.gouv.fr avec une campagne nationale de communication sur les réseaux sociaux et... sur les mineurs et sur le site lui-même qui existe, je ne savais même pas qu'il existait, former les équipes éducatives, renforcer les moyens consacrés au repérage des troubles, un couvre-feu numérique, là encore je suis un petit peu... peut-être, pour les sites à recommandation de contenu visant à capter l'attention des utilisateurs avec une campagne de com à ce propos, donc un couvre-feu numérique de 22h à 8h,
là encore c'est peut-être discutable, labellisation des apps et des systèmes de contrôle parental. C'est difficile de s'y retrouver. Comme les labels pour l'énergie, les labels pour la nutrition, bah, peut-être qu'il faudrait un truc là-dessus. Généraliser le portable en pause dans tous les établissements, ok. La promotion et le label de téléphone sans accès Internet qui sont trop peu connus. Vous saviez qu'il y avait des téléphones sans accès Internet ? Je savais même pas. Évidemment, c'est pour les enfants peut-être un peu jeunes qu'on veut pouvoir contacter sans leur mettre dans la main tout l'Internet du monde. Bah, peut-être que ça, c'est une solution, une sorte de dumb phone. Accompagner les collectivités et prioriser les investissements pour des activités périscolaires, enfants et ados, y compris ouverture d'espaces scolaires surveillés le samedi et le dimanche, ou avant ou après l'école, pour pouvoir accueillir les gens, justement, leur donner des choses à faire aux enfants. Bon, tout ça n'est évidemment pas... Je ne suis pas en train de dire faut tout implémenter, tout est super, mais j'ai été surpris de voir certaines choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé et dont je me dis « Ah, ça, pourquoi pas ?» Et ce n'était pas juste 2 ou 3, c'était genre, je dirais, la moitié où je me suis dit « Ah, ça pourrait être intéressant. » Donc, j'y suis allé méga grognon et j'en ressors avec un... Bah, écoutez, je suis finalement pas si contre, quoi. Est-ce que je vous ai convaincu avec certaines de ces recommandations ? Il y en a plein d'autres, hein, allez voir le document. Marion, tu es prête à voter pour ces recommandations ? Bah, je suis la moins bien positionnée d'entre nous puisque je suis la seule à ne pas avoir d'enfant. Donc, honnêtement, je n'ai pas cette expérience de parent ou de m'inquiéter pour mon enfant, mais je trouve en tout cas intéressant d'avoir, des mesures qui ne sont pas simplement arrêter d'utiliser TikTok, ou du contrôle absolu. Quelles mesures on peut permettre pour, nos enfants de se familiariser en toute sécurité avec des réseaux sociaux qui font partie, qu'on le veuille ou non, de notre quotidien, et donc les aider à, naviguer ces outils avec plus de sécurité. Moi, je trouve ça intéressant. Je suis curieuse de voir ce que tu as tiqué. Tu as pas mal tiqué sur le couvre-feu numérique, de 22 heures à 8 heures pour les 15-18. Je suis curieuse de savoir pourquoi, Patrick? Ça me paraît compliqué à implémenter parce que ça implique forcément une surveillance de l'âge. Et puis, tu vois, à 18 ans, jusqu'à 18 ans, enfin, ça va, 18 ans, tu peux avoir accès à 22. Ça me paraît âgé, quoi, pour ce genre de choses. Mais je sais pas, en même temps, ils ont parlé des spécialistes. Tous les recherches académiques disent que bah, ça serait peut-être approprié. Ça me paraît l'une des choses derrière lesquelles je peux le moins me positionner sans plus en apprendre dessus, on va dire. Mais mon a priori, les gens... D'accord, donc vraiment... s'ils avaient dit, genre de 5 à 15 ans, ça t'aurait moins gêné, quoi? Bon, oui, moi. OK, je comprends. Jeff, bon, À tes partir enfants, de- ils sont tu- grands tu maintenant, peux- mais... Ouais, mes enfants sont grands et en fait, on avait une discussion avec ma fille qui maintenant a un bébé d'un an sur quand est-ce que il aurait accès à un téléphone et elle a dit le plus tard possible, vous me l'avez donné trop tôt et alors que donc nos enfants ont eu leur téléphone quand ils avaient 11 ans et mon fils dans sa classe à 11 ans était le premier à avoir un téléphone et c'était un iPhone, c'était le premier à avoir un iPhone et ma fille à 11 ans était la dernière de sa classe à avoir un iPhone au même âge mais 3 ans plus tard. Et à l'époque, elle disait, vous comprenez pas, vous me détruisez socialement, je suis la seule à pas l'avoir, machin, etc. Et donc elle dit non, parce que c'est une horreur et je veux pas que notre petit-fils y ait accès. Et effectivement, c'est le problème, c'est qu'on ne sait pas comment créer un ensemble de règles où les téléphones et les services positifs sont utilisables, mais où tout de suite tu tombes pas sur le côté drogue, quoi. C'est une drogue, ce truc. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de trouver, parce qu'effectivement, on est dans une vague de problèmes mentaux chez les jeunes qui sont en partie dus à ce qui se passe online, qui est monstrueux, quoi. Il faut impérativement, pour le bien de nos sociétés, essayer de voir comment on va créer ça. C'est clairement un sujet qui semblait anecdotique il y a 5 ans, pour des gens comme moi, fans de la tech, peut-être 5 ou 10 ans. Et aujourd'hui, je me rends compte, à vrai dire, avec l'avis des experts, que c'est peut-être pas aussi anecdotique que je le pensais, et puis on a plus de recul aussi. L'idée de la fin du flux infini, ou ce genre de choses, le fait de ne pouvoir suivre que les gens qu'on
qu'on a décidé de suivre, c'est des choses qui me paraissent intéressantes. Mais après, ça veut dire que c'est des gouvernements qui designent les produits, c'est aussi un petit souci, mais bon. Bon, écoutez, très rapidement... En tout cas, c'est pas pour n'importe qui, tu vois. C'est Hmm. pour les mineurs. Et il y a toujours eu un encadrement. Enfin, en tout cas, je sais pas s'il y a toujours eu. Non, certainement pas. Mais en tout cas, il y a eu un effort sur la protection, notamment des plus jeunes. Et je suis d'accord avec toi qu'on peut se questionner sur 18 ans, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais en tout cas, de s'intéresser sur quelles sont les mesures pertinentes pour protéger les plus jeunes, et notamment ce fil infini, qui en fait, c'est ça le piège de l'addiction aussi. Hmm. Donc, il y a des mesures qui sont très, très intéressantes. Tous ces mécanismes de récompense où tu sais pas sur quoi tu vas tomber parce que tu Hmm. rafraîchis ton fil, etc. Ouais, c'est une C'est machine ça à le sous, quoi. piège. Tu tires la Exactement. manette et tu dis, et là, peut-être que je vais avoir mon shoot de dopamine avec un truc qui va me faire rire ou machin, ouais. Et pareil, tout ce qui est, qui pourrait être, de près ou de loin, s'approcher de tout ce qui est mécanisme de jeu d'argent, ça aussi, c'est Hmm. une addiction connue. Et beaucoup d'apps maintenant, sous prétexte de gamification, qui est la tendance, et en fait, les mécanismes de jeu peuvent être, utilisés à bon escient pour adopter des habitudes de vie saines, mais peuvent aussi, être, utilisés à mauvais escient pour rémunérer des services, faire passer à l'achat, etc., etc. Et donc en effet, c'est intéressant de se poser la question, pour protéger, Hmm. les plus jeunes, quel est le juste milieu, quoi? On a tellement l'habitude de prendre l'excuse de protéger les plus jeunes pour faire des trucs qui sont pas très cool. Ouais. Quand c'est peut-être justifié, on a du mal à se dire, ah, mais c'est peut-être justifié, là. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je mentionne quand même que Alphabet a atteint les 3 000 milliards de capitalisation boursière après Nvidia, Microsoft et Apple, donc c'est la quatrième. Bravo. Il y a MetaConnect dans quelques jours, il y a Amazon qui aura un event le 30 septembre, il y a des choses qui se passent. OpenAI serait en train de recruter des gens pour créer des robots humanoïdes, voilà, vous le savez. Ils ont aussi renégocié, ils sont en train de renégocier leur deal avec Microsoft, donc c'est en train de se faire, ça arrive. Et puis enfin, Spotify a ajouté un mode audio lossless et tout mon Discord a explosé, c'était la joie. Visiblement, Spotify, c'est pas les meilleurs pour rémunérer les artistes. Donc, je sais pas si... Bon, mais bref, voilà, c'est arrivé. Merci Marion, merci Jeff. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous, comme chaque mois. Jeff, Alors, tu passes sur Blue Sky, je crois. Où on te retrouve? Où on te retrouve pas? Si, tu m'as, là encore, tu m'as inspiré. Et je sais pas ce qui se passe, mais j'ai reçu un texte de AT&T qui dit: votre iPhone 14 est payé, vous pouvez acheter un iPhone 17, cliquez ici. Je sais pas ce que t'as foutu, mais alors, dis donc, pour que Oh tu là te là! mettes pour que tu te mettes en cahoots bisbille avec avec AT&T, ouais. franchement. Écoute, Donc ouais, si je suis toujours sur X/Twitter, Jeff, mais bon, le contenu sur ce truc est tellement merdeux que j'y passe de moins en moins de temps. Donc comme beaucoup. en gros, ces jours-ci, je publie sur LinkedIn parce que c'est là où en fait les Oh gens non! sérieux comme moi publient des choses sérieuses à propos des startups, etc., etc. Voilà, Jeff Chacun Clavier sur retrouve LinkedIn. son petit Jeff Clavier sur LinkedIn. Super. Et je vous laisse, on se retrouve dans un mois. Salut, Ciao salut. Ciao, Jeff. ciao! Salut, salut. Marion, où te retrouve-t-on? Alors, moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux auxquels je ne vais pas vraiment en ce Ouais, moment. décidément. Mais tu sais que c'est marrant, c'est vraiment une tendance, hein. Il y a cette vidéo de Matt Davella qui en parle bien et sur laquelle je ferai peut-être un édito à un moment sur cette tendance. Il parle à Matt Conti de Patreon. Enfin, c'est hyper intéressant. Euh, et c'est pas que toi, c'est pas que moi, on le sent. De moins en moins sur les réseaux sociaux et de plus en plus venez sur Discord, on s'amuse beaucoup mieux. Pardon, je t'ai interrompu, Ouais. mais... Mais non, 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 mais je sais pas si tu te rappelles, mais justement, on a beaucoup commenté, au fil des années sur, l'évolution de X, Twitter, et cetera, et moi, je vous disais, j'y vais de moins en moins parce Hmm, que je ne me sens pas à l'aise d'exprimer mes opinions, et cetera. Pas autant qu'avant. À chaque fois que j'y vais, je vois des choses assez désagréables, à voir, un ton qui n'est pas, de bienveillance ou de hmm. discussion. Et vous m'avez dit: «Non, mais quand même, on persiste, et cetera». Et puis qu'est-ce qui se passe? En 2025, septembre, j'ai Patrick qui fait: «Ah non, mais oui, hein, c'est génial!» Bah, Bon, oui, sauf qu'on ne voit pas, on n'est peut-être pas visé par le même type de contenu, entre toi, Patrick, et moi.
Bah, disons que moi, je suis parti à un moment spécifique, effectivement, mais j'étais bien d'accord que les choses changeaient quand Elon Musk a racheté. À ce moment-là, oui. Si peut-être qu'avant ça avait commencé à se détériorer, moi je le voyais pas, c'est possible, ou je le voyais moins, hein, mais là, oui, là, je suis d'accord pour dire qu'à ce moment-là, les choses ont changé. Ça, c'est difficile de le nier. Ouais. Et du coup, bah, Et donc voilà. Donc du coup, oui, j'ai toujours des comptes. De temps en temps, notamment quand je fais du benchmarking, je me promène sur les apps de réseaux sociaux. Mais clairement, ouais, attendez pas que je vous réponde très rapidement, quoi, Bon, si bah, vous le m'envoyez un mug message alors. ou vous mentionnez. Alors voilà, le mug, donc au niveau des pseudos, c'est Aisea Design et vous pouvez sinon me retrouver tous les mardis matins de 8h à 9h sur Twitch pour discuter de l'actualité tech pour la chaîne Le Mug Naotech. Voilà. Magnifique. Merci Marion. Pour ma part, c'est Note Patrick partout. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, comme je vous le disais. Il y a la chaîne WhatsApp qui est formidable également, si vous préférez ce médium-là. Il y a le rendez-vous jeu. Tiens, jeudi, on va parler du Nintendo Direct, qui était... Alors, c'est les 40 ans de Mario, mais ils n'ont pas annoncé un nouveau jeu Mario en 3D. Donc, c'est scandaleux. Je suis outré et choqué. Je suis Oh là choutré. là. Et Guillaume va venir nous parler des Worlds de Fortnite, du championnat du monde de Fortnite qui a eu lieu en France. Donc il viendra nous parler de ça jeudi également. Si les jeux vidéo vous intéressent parfois, bah, c'est peut-être l'émission pour vous. Il faut que je te convainque de rallumer ta Switch 2. C'est une mission que m'a confiée Jérôme. Donc il faut qu'on parle, Marion. Visiblement, elle prend la poussière. Donc on va parler, on va se trouver des petites solutions là parce que ça Ah va mais pas. j'ai tellement honte. Ouais, c'est pas honteux non plus, hein, mais... Ah non, mais en vrai, quand je l'ai acheté, c'était le risque que j'envisageais, c'est que je n'aurais pas le temps de jouer. C'est une Et question de genre, temps, c'est pas une question d'envie. Ah, ça, c'est plus difficile à corriger. bah non, mais c'est juste que j'ai 36 000 autres choses à faire que de jouer à la Switch. Et en fait, genre le soir, jouer à un jeu vidéo, c'est pas un truc qui me repose. En fait, il faut t'investir, tu Hmm. t'excites dessus, etc. Donc en fait, quand j'ai fini ma journée de taf, ça me détend pas en fait de jouer. Je peux Euh, comprendre, je peux comprendre. Il y a des jeux qui sont plus zen que d'autres, mais effectivement, c'est pas... Bon, faudra qu'on Ouais, et parle à quand un tu passes moment. toute ta journée sur un écran, il y a ça aussi, Ah bah, tu te remets devant l'écran. si le problème est de cette nature-là, effectivement, c'est pas forcément la meilleure solution d'acheter une Switch. Hein. Faut la Non, revendre mais peut-être. écoute, Je sais pas. Elle coûte toujours assez cher, donc... j'ai bon espoir que l'hiver va me motiver à faire l'ermite chez moi et du coup, je devrais trouver D'accord. quelque chose à m'occuper, dont Zelda. J'aurai quelques trucs à te recommander. On parlera, on parlera. Voilà pour nous. Patreon.com/rdvtech, évidemment, pour soutenir l'émission. Vous le savez, c'est important. Il y a du churn, il y a des gens qui quittent le Patreon, donc il faut aussi que des gens reviennent ou viennent tout court. Si vous n'avez jamais soutenu et que vous dites un jour je le ferai, et peut-être que maintenant c'est ce jour-là. Et je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Il y a l'after show juste maintenant pour les patriotes, justement, avec l'épisode 2 de l'affaire Luc Julia, avec le droit de réponse de Luc Julia qui m'a un petit peu énervé. Donc ça, c'est pour les patriotes, et pour tous les autres, on se retrouve jeudi pour le rendez-vous jeu, et mardi prochain pour le rendez-vous tech. Bis à tous, ciao ciao. Ciao, ciao.